Alerte au tsunami, la Guadeloupe a testé aujourd'hui son dispositif pour faire face à une éventuelle submersion de ses côtes. Bénédicte Jourdier a suivi ce grand exercice d'évacuation à l'école de Massabielle 2 de Jalajaï. Son reportage dans un instant. L'école de la discipline change de méthode. Saint-Jean-Bosco assouplit sa pédagogie et espère offrir une planche de salut aux jeunes pour redémarrer dans la vie. Reportage de Loïs Ignace dans ce journal. Et les meilleurs pilotes de jet ski au monde se sont lancés à l'assaut des vagues. Pendant 4 jours, la plage de Viard va vivre au rythme des scooters des mers. Reportage sur cette première journée de Moïse Dexter et d'Yvan Lemar. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver à la une de votre journal. Alerte rouge au tsunami. La première vague était attendue sur la Basse-Terre vers 11h30. Un scénario catastrophe, imaginé pour tester bien entendu l'efficacité de notre dispositif d'alerte. 67 collèges et lycées ont participé à cet exercice grandeur nature, ainsi que 127 écoles, parmi elles Massabielle 2 à Bemao. Bénédicte Jourdier a suivi une classe de cet établissement. Est-ce que tu as bien lu ta phrase de départ? Alors que les élèves de CE1 travaillent leur écriture, alors, première ligne, c'est parti. L'alerte tsunami est donnée à l'école Massabielle 2 à Bemao. On prend le cahier. Allez vous aligner. Le personnel et les enfants ont pour consigne de rejoindre le parc d'activités de la Jaille, situé à une dizaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est la première fois que cette école réalise cet exercice d'évacuation. Pour habituer les enfants à avoir le bon geste et surtout la bonne attitude quand ça arrivera. Et pour cela, les enfants sont préparés depuis la semaine dernière. Il y en avait pas mal qui savaient ce que c'était déjà. Mais surtout, il a fallu dédramatiser les choses. Partis à 10h15 de la classe, les 30 élèves de CE1 et leurs professeurs sont arrivés à 10h30. Mais ce n'est pas le cas de tous. Certains sont encore sur le chemin. Au début, on a eu la corne brune et on a sursauté, on est sorti, tout le monde était en pagaille et ensuite on n'arrêtait pas de crier. Ensuite la maîtresse nous a calmés et ensuite ça s'est mieux passé, on a marché, on est arrivé et tout s'est bien passé. Dans l'ensemble, le directeur de l'école est plutôt satisfait de ses 484 élèves. Oui, parce que c'est quand même le premier exercice depuis plusieurs années. Donc je suis satisfait, puisqu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc j'ai entendu une dame dire, allez plus vite, mais attendez, nous sommes dans une alerte tsunami, donc il y a un temps quand même. L'agent de prévention de la circonscription, elle, aurait préféré une allure plus rapide, car si les premiers arrivés ont mis un quart d'heure, le chemin était balisé. Les parents présents, exceptionnellement, sont tout de même rassurés. C'est vrai qu'en général, on ne pense pas vraiment à ce danger-là, mais il existe et on n'est pas à l'abri. Et donc c'est très rassurant de voir que les équipes pédagogiques, le rectorat pensent à nous. Les enfants, eux, ont bien compris la leçon, se diriger vers le plus haut point pour éviter de se noyer, pour éviter qu'on se blesse, pour qu'on soit en sécurité. C'est un exercice du tsunami. Le tsunami, c'est des grosses vagues. Et le conflit qui oppose la direction de Canal Satellite au syndicat UTT-UGTG se poursuit. 2 semaines que les employés grévistes attendent que la direction réengage les négociations. On écoute les explications de la secrétaire générale de l'UTT-UGTG, recueillies par Nathalie Dinan et Patrick Curie. Aujourd'hui, ça fait 15 jours que nous en grève, principalement par d'avoir eu licencié un camarade de nous. Après 17 ans d'ancienneté dans la société là, du jour au lendemain, il y a un courrier. Aussi, la camarade n'a pas attrapé ni avertissement, ni pont blâme, ni rien. Ils font un entretien préalable, ils disent voilà, ils reproché 2 ou 3 bitins, nous prouver, nous demander les preuves à Canal. Et nous dit Canal, nous prouver Canal que le camarade n'a pas fait faute. Nous demander Canal les preuves qu'il y a jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens nous pour preuve à ça, il y a avancé. Et du jour au lendemain, il y a un camarade en courrier, en main, il était sorti travailler à 5h de l'après-midi. Il a dit demain, on pas là encore. Alors concrètement, nous controns la direction à Canal la première fois, il a dit nous qu'à pas en négociation, nous qu'à demander en deuxième contrée. Aussi, la direction veut que nous
négocier en plateforme avec les non-grévistes, que nous faisons seule négociation. Et nous avons dit que ça fait 15 jours que nous déroulons là. Nous ne pouvons pas négocier en plateforme avec des gens qui ne sont pas en grève. Nous avons demandé la direction de Canal, on compté aujourd'hui 10 jours. Nous savons très bien, directrice là, ici, position. Nous avons demandé ouverture de négociation pour nous discuter de tout point à plateforme en nous. Nous savons très bien aussi, nous conscients qu'il n'y a pas liquidé de conflit là. Nous conscients de ça, derrière ça, nous sentons que ni Bakovic qui derrière doigt. En dehors de ça, nous commandons des arrêts également. Canal, depuis quelques temps, ça a fait au moins 13 camarades qui ont quitté Canal. D'avoir mon burn-out, ils ont profité de burn-out à ces mouna pour faire des ruptures conventionnelles de contrat pour mouna quitter Canal. Mais nous avons constaté que c'est essentiellement des Antillais-Guyanais, Guadeloupéens qui ont foutu des roues en société là ça. Et ils ont embauché des gens qui sont sortis à 8000 km, pas d'avoir. C'est ça qu'ils ont fait, c'est politique à Canal. Patrick Caram, le président du CREFORM, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, a invité hier soir 550 personnalités, dont Manuel Valls et Nicolas Sarkozy, à son deuxième dîner annuel autour du président Caram, un parterre de hauts responsables économiques et politiques, pour discuter des moyens d'action à engager pour les Outre-mer afin d'atteindre l'égalité réelle. Reportage Yvan Forestier d'ATV Paris. C'est la grand-messe annuelle de l'Outre-mer à Paris. Au Cercle des Armées, ce mercredi soir, les personnalités de tous les Outre-mer se succèdent. Et les invités vedettes ne sont autres qu'un Premier ministre en exercice et un ancien président de la République. C'est un rendez-vous important parce que c'est le moment de parler à nos territoires d'Outre-mer, aux populations qui y vivent, leur dire tout ce qu'ils apportent à la France. Avant le dîner, les traditionnels discours. Cette année, c'est l'égalité réelle et économique qui est au centre des débats, avec l'annonce d'un projet de loi avant l'été. Un projet de loi pour l'égalité réelle des Outre-mer sera présenté en Conseil des ministres. Pour ces jeunes, représentants d'associations étudiantes, cet événement est un moment important de l'année. C'est l'occasion pour nous de faire le point sur la représentation des Outre-mer en France hexagonale, sur nos avancées, sur nos projets. Donc c'est vraiment, le dîner de CREFORM, c'est vraiment un point culminant quand même dans l'année. Pourtant, pas un mot dans les discours sur la jeunesse. Une petite déception pour certains. On n'en a pas entendu assez, mais après, c'est vrai que le principe d'égalité réelle, on sait que ça sera quelque chose qui normalement va prendre du temps à s'instaurer. Et je pense que ça serait important que toutes ces personnes qui justement commencent à faire émerger toutes ces idées d'égalité réelle impliquent les jeunes dans cette réflexion. Parce que pour le coup, on a l'impression d'avoir été mis à partie de cette réflexion-là, et donc ça sera avec plaisir que nous on prendrait la part autour de la table, n'est-ce pas, pour la réflexion, avec plaisir. Si le projet de loi est bien lancé avant l'été, les parlementaires devront compter sur la voix de la jeunesse ultramarine qui compte bien se faire entendre sur un tel sujet. Saint-Jean-Bosco change de pédagogie. Connu pour ses méthodes d'apprentissage coercitif, l'établissement plaide désormais pour un cursus sur mesure afin d'aider les jeunes à trouver leur voie professionnelle. Reportage Loïs Signas sur ce Saint-Jean-Bosco, nouvelle formule. Prendre le dessus sur l'oisiveté, mettre toutes les chances de son côté, l'association Saint-Jean-Bosco apporte de véritables réponses de formation et d'insertion professionnelle adaptées aux jeunes. Et moi, je veux faire conseiller de vente en concession pour vendre les voitures neuves. Ça m'intéresse vraiment, vu que je suis déjà dans la branche de la mécanique. Au lieu de rester à l'attente, rester 3 mois, 4 mois à passer, la formation ne fait pas quand même 1 an. Donc en attendant, on peut essayer. Oui, moi je dis que c'est une réelle chance pour certains qui ne sont plus à l'école, qui peuvent se remettre à niveau et qui peuvent peut-être étudier le métier qu'ils veulent, parce qu'en fait, on nous aide pour ça. Loin de l'éducation stricte d'antan, l'association Saint-Jean-Bosco a modernisé sa pédagogie envers les jeunes et axé sa priorité sur l'acquisition des codes sociaux, de la découverte de soi et du respect d'autrui. Un jeune ou un adulte en devenir, il n'a pas souvent la notion de qui il est vraiment. Donc là, on est avec eux pour leur apprendre à savoir se présenter vers un public ou bien un employeur, prendre une parole lors d'un débat, prendre position, mais affirmer leur confiance en eux. Pour éviter les décrochages et les découragements, les adultes en devenir choisissent eux-mêmes leur formation. On ne propose pas de filière et de métier. C'est le jeune qui va être force de proposition et donc qui va faire
remonter son souhait et à partir de là, nous, on va pouvoir l'orienter sur un plateau technique pour déjà tester dans un premier temps le métier et par la suite suivre, on va dire, réellement, concrètement comment ça se passe sur le terrain par des périodes d'immersion en entreprise. Pour le directeur de Saint-Jean-Bosco, ce n'est pas une réouverture de l'établissement, mais plutôt une continuité de l'action adaptée à notre temps. On ne va pas refaire ce que le site a été, mais développer sur le site des activités et une ligne de formation qui évite la rupture. De manière à ce que chaque jeune puisse, dans son parcours, trouver une réponse ici. Notre but, c'est construire ça. C'est pour ça qu'on travaille avec des partenaires, comme le CFA Calamus, comme d'autres, et qu'on a voulu commencer par cette IEJ, parce que ce module de remobilisation est pour nous par la première phase pour permettre d'orienter des jeunes correctement. Au total, 126 jeunes seront accueillis durant plusieurs mois et suivront un accompagnement renforcé et intensif dans le but d'acquérir les aptitudes professionnelles. L'univers des hommes s'ouvre de plus en plus aux femmes, mécaniciennes, agricultrices. Elles sont nombreuses aujourd'hui à pratiquer des métiers dits d'hommes. Les acteurs de l'emploi leur donnent un coup de pouce pour accomplir leur parcours professionnel choisi. À Sainte-Rose, la municipalité a organisé une matinée d'échange à leur attention en partenariat avec Pôle emploi ce matin. Karen Diamin y était également. Nous sommes 120 en moyenne, dont 8 femmes. Titulaire d'un bac scientifique et d'un BTS maintenance industrielle, Vanessa n'a jamais été attirée par un métier dit de femme. Femme docker depuis maintenant 1 an, elle est venue partager son expérience avec d'autres femmes intéressées par des métiers dits masculins. Ça ne peut faire que plaisir puisque pour moi, il n'y a pas d'âge pour effectivement se diriger vers un métier qui semble masculin. Tout est une question de détermination. Le fait d'avoir... On nous a dit que ça c'était fait par des hommes, soit parce que c'était physique ou ce genre de choses, mais il n'y a pas de limite. Une fois qu'on est déterminé, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on a le côté professionnel et consciencieux, il n'y a pas de raison. D'autres que les freins que nous-mêmes pouvons nous mettre à l'esprit. Donc à toutes les femmes qui veulent faire un métier dit d'homme, soyez déterminés et foncez. Des femmes comme Luciana pour qui travailler est essentiel en tant que femme et qui reconnaît volontiers le courage de celles venues témoigner. Je pense qu'elles ont un très beau parcours, donc il faut déjà ne pas avoir peur des études et puis il faut oser. Et justement les stages qu'elles ont effectués permettent de faire face à la réalité. Donc et si elles sont ici aujourd'hui, ça nous montre qu'on peut réussir aussi nous en tant que femmes. J'ai toujours été intéressée par les métiers d'hommes, donc ce ne serait pas un inconvénient pour moi. Et donc je pense qu'avoir les femmes qui ont l'expérience, déjà ça nous met en confiance. On a déjà la réalité du terrain en face de nous et ça nous permet de prendre une décision au plus vite. Des rencontres initiées par la municipalité dans le but d'accompagner des centaines de femmes demandeuses d'emploi. C'est à l'initiative de 2 agents qui font partie du service formation. L'idée leur est venue d'initier un parcours où des femmes, où il y a peu de femmes, soit pas ou peu représentées dans les métiers dits masculins, au niveau de la métallurgie, au niveau du bâtiment, au niveau des transports. Et elles sont venues me parler de ce projet-là. Et moi, j'ai trouvé que le projet était intéressant. Donc, avec l'aide de la directrice de Pôle emploi qui a joué le jeu, nous avons mis en place ce parcours que nous appelons parcours de femmes. Des parcours tant improbables qu'atypiques, mais qui séduisent de plus en plus de femmes en quête d'autonomie et de reconnaissance. Il y a 49 ans, un commerçant d'origine tchécoslovaque lâchait son chien à l'assaut d'un cordonnier handicapé guadeloupéen. Ce fait a suffi à mettre le feu dans la ville de Basse-Terre. Pendant plusieurs jours, les Guadeloupéens mécontents dénoncèrent cet acte manifestement raciste. Marie-Christine Mirkidal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la secrétaire générale de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe. Alors, beaucoup de Guadeloupéens ont entendu parler de l'événement de 1967, mais savent-ils vraiment la réalité des faits? Que s'est-il passé? Alors, beaucoup de Guadeloupéens en ont entendu parler, ceux de ma génération, parce que je crois qu'après, on en a parlé beaucoup moins. C'est-à-dire, on parle beaucoup plus des événements de mai 67, alors qu'en fait, ce sont les événements de Basse-Terre, le 20 mars, qui seront le prélude, en fait, des événements de mai 67. Donc, comme vous l'avez dit, le 20, 21 et 22 mars, pendant 3 jours, la population de Basse-Terre va se soulever. Mais d'autres Guadeloupéens de d'autres communes vont venir les rejoindre. Pourquoi? Vous l'avez dit, hein?
monsieur très difficile à dire, Swensky, d'origine tchèque, propriétaire du magasin Sans Pareil. Il n'y a pas de vrai Balzen qui était un bougagé, cordonnier ambulant, infirme. Ça t'a dérangé de voir un lettre au toit là, puisqu'il était ambulant, donc il était capacité devant ces magasins-là. Et il voyait chez Aïe, un très bel berger allemand, il paraît, et en lui disant « dis bonjour au nègre ». Donc vous pensez bien que les gens ne l'ont pas accepté. Et il a continué à invectiver la foule, notamment en montant sur son balcon quand il a vu que la population de Bastia se rassemblait. Sur son balcon, il a continué à invectiver, à exciter son chien. Balzac a été mordu. Hein. C'est parce qu'il y a eu une réaction des Bastériens que ça n'a pas été plus grave. Même les policiers guadeloupéens qui s'approchaient, Swensky les invectivait. Donc pendant 3 jours, il y a eu ces émeutes, il y a eu l'inadmissible. Bon, il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y avait un contexte aussi qui permettait de ça, parce qu'il y avait un sentiment de satisfaction suite à la loi d'assimilation de 1946, où les Guadeloupéens, d'une manière générale, n'étaient pas satisfaits parce que ce qu'ils attendaient, ce n'est pas ce qu'ils voyaient. Ils se sont bien rendus compte que c'est toujours les mieux lotis qui s'en sortaient et que les plus miséreux étaient toujours dans la difficulté. Donc il y avait ce profond sentiment, un sentiment d'insatisfaction. En même temps, l'émigration était organisée, Bumidom était organisée depuis 1963. En même temps, des hommes politiques bien connus de la place, Aimé Césaire, Albert Berville, Rosan Girard, s'élevaient contre cette assimilation qui n'avait pas porté tous ses espoirs et réclamaient l'autonomie. En même temps, au TENI, depuis 1963, un groupe qui était revendiqué en séparation de la France, le GONG. Donc, TENI tout en contexte, TENI un bouillonnement d'idées. Justement, quel a été le rôle du Parti communiste? Alors, le Parti communiste, justement, en la personne de Gertie Archimède, qui était députée communiste, mais c'est elle, en fait, qui va un peu calmer les choses le mercredi 22 mars 1967, à la demande du préfet, parce que le préfet, là, à Boulotte, il était complètement dépassé, là. Et à la demande du préfet, elle va calmer la foule. Donc, le calme va revenir petit à petit. Mais ça a été une occasion pour le préfet Boulotte, il faut qu'on le dise, qui est un ancien directeur de cabinet du préfet d'Algérie, en Algérie, qui est, si vous voulez, ça a été l'occasion pour lui de réprimer, d'où les événements de mai 67. Voilà, justement, quel a été le lien entre les deux? Parce qu'en fait, depuis le mois de février, les ouvriers du bâtiment étaient en grève. La Guadeloupe, c'est un vaste chantier. La Pointe, c'était rénovation urbaine. Bastia, c'était construction d'HLM, construction d'écoles, etc. Et les ouvriers demandaient une augmentation de salaire. Donc, ils étaient en grève. Il n'était pas question pour Boulotte que ce qui s'était passé en Algérie se passe en Guadeloupe. En même temps, dans le monde, l'empire colonial français est en train de s'effondrer. Et Marie-Christine, vous allez informer les Guadeloupéens. Vous organisez 2 journées de commémoration. Songez mars 1967. Quel sera le contenu et quels seront les intervenants sur place? Alors, 2 jours pour se souvenir, effectivement, songez mars 67. Le vendredi 18, donc demain, à partir de 19h, une conférence, débat, des témoignages, entrecoupés de slam. Et puis, et quelques noms. En bail en avant-goût, en apéritif, disons, donc il faut y avoir une point écouter restant là. Nous aurons des témoignages d'acteurs de l'époque, des personnes qui ont vécu les événements véritablement. Ensuite, le samedi 19 mars, à partir de 19h, sur la place piétonne au Cournolivos, où était le magasin Sans Pareil. C'est Voukoum qui sera le maître d'orchestre. Là, on va faire ce qu'on appelle décattement culturel avec d'autres artistes. Merci. Donc, c'est pour permettre à cette nouvelle génération de s'informer. Merci Marie-Christine Mirkidal pour cet éclairage historique. Nos habitudes fiscales pourraient être prochainement modifiées. Le gouvernement envisage de simplifier la collecte des impôts en prélevant directement cette somme à la source, c'est-à-dire sur vos fiches de paie. Êtes-vous favorable à cette mesure? Loïs Signas et Patrick Curie vous ont prêté le micro. On écoute vos réponses. Ah non, c'est mieux que ça soit prélevé comme ça se fait maintenant. Pour moi, je préfère. Je suis allemande et en Allemagne, c'est déjà comme ça, c'est déjà en cours. Donc je trouve que c'est pratique pour les salariés, oui, beaucoup plus pratique. Moi j'ai un prélèvement mensuel et moi, je pense que ça me convient. Mais parce que moi, je ne travaille pas pour l'État, je travaille pour moi. Mais oui. Non, je ne suis pas d'accord qu'on ne prenne sur le salaire.
Je préfère qu'on garde la façon dont il fonctionne maintenant, je préfère. Bon, ni plus ni moins, c'est juste une façon différente de payer, c'est tout, mais bon, le résultat est le même. Hein. Personnellement, oui. Parce qu'au moins, ça sera déjà prélevé. On sait que ce qu'on touchera, en fait, ça sera le net. Et donc, c'est ce qu'on pourra utiliser pour faire nos achats. J'aurais préféré qu'on paie l'impôt nous-mêmes. Pourquoi? Pas que... disons, c'est comme ça, je le vois comme ça. Donc, on paye l'impôt directement? Exactement, nous-mêmes. Pas qu'on prenne sur notre salaire, pas qu'on sache ce qui s'est passé dans notre vie privée. C'est le patron, c'est tout notre vie privée après. Au moins, il n'y aura pas de risque aussi de non-paiement de l'impôt et puis d'avoir aussi les surcoûts parce que quand on paye du coup en retard, on a des frais qui se rajoutent, etc. Donc oui, j'aurais préféré que ça soit prélevé depuis la source. Au moins, il n'y a pas de retard sur les prélèvements, il n'y en est pas pris au hasard. Moi, je suis tout à fait de toutes les façons, d'une façon ou d'une autre, il faut le faire, il faut payer. Alors que ce soit avant ou après, au moins, sur la fiche de paie, il y a un salaire net. Le déménagement de la BU de l'Université de la Martinique a débuté ce matin en présence d'huissiers et de responsables de l'université. Plus de 300 cartons ont été prélevés dans les 400 mètres cubes du sous-sol de la bibliothèque. Le déménagement est loin d'être fini. La totalité des cartons devrait être extraite dans 4 à 6 jours. Reportage Céline Chalonneau d'ATV Martinique. Top départ. On commence au fond, ok? « 8h30, le bal des déménageurs commence. Des centaines de cartons à charger. Cette dizaine d'hommes en rouge ont du pain sur la planche et la manœuvre est délicate. C'est une organisation quasi militaire parce que dans le traitement des archives, il n'y a pas d'improvisation. Et nous sommes confrontés à un problème de déménagement qui est assez complexe. Et il fallait donc, puisque nous avons un stockage d'archives dans un désordre complet, et qui sont demeurés dans un local pendant 5 ans et par conséquent toutes les archives sont abîmées, ont beaucoup souffert. Il faut donc extraire ces boîtes d'archives. C'est une commande qui est arrivée de manière assez rapide. Et il fallait bien évidemment qu'on s'ajuste. Maintenant, pour nous, ça ne pose pas de problème particulier. C'est un travail qui est normal, qu'on a l'habitude de faire. Donc, il n'y a rien de particulier là-dessus. 400 mètres cubes d'archives, celles du Conseil régional et de l'établissement public régional, entassées depuis des années à l'ombre de ce sous-sol. Toute la mémoire d'une collectivité aujourd'hui disparue. L'enjeu est aussi politique. Alors du côté de la nouvelle gouvernance, on veut prendre toutes les précautions. Des huissiers mandatés par la CTM et des agents veillent au grain. Il faut absolument protéger ces archives qui sont des documents publics. Donc toute anomalie, des cartons qui pourraient être endommagés, ouverts, vidés, doivent être relevés par les huissiers que nous avons mandatés pour le faire. Pour les étudiants, ce déménagement est une bonne nouvelle, à condition que le chantier ne s'éternise pas. Ça annonce la fin de ce problème, donc c'est tant mieux, puisque actuellement c'est les examens, donc ça fait du bien. Mais espérons quand même que ça ne va pas recommencer et qu'il n'y aura pas d'autres problèmes de ce genre. Mais c'est quand même surprenant que ça arrive à cette période-là justement où les étudiants ont des examens. Nous souhaitons que ce déménagement se fasse correctement, mais surtout dans les meilleurs délais possibles, puisque nous souhaitons réouvrir la bibliothèque universitaire pour nos étudiants et en toute sécurité, puisque la bibliothèque universitaire a été fermée justement pour des raisons de sécurité, compte tenu de la présence de ces archives dans le vide sanitaire de la bibliothèque. Après une matinée de chargement en direction Didier, la transhumance des archives s'arrête ici, dans le tout nouveau musée du Père Pinchon, propriété de la CTM. Les documents vont trouver refuge dans ces locaux flambant neufs où ils pourront être à nouveau consultés. Nous allons donc faire entrer ces cartons dans des salles qui ont déjà été préparées et nous allons essayer de reconstituer les versements tels qu'ils étaient au moment où nous avons loué le local de l'ancienne bibliothèque universitaire, de telle sorte que les services puissent retrouver la possibilité de consulter et d'accéder à leurs archives. Les opérations sont prévues entre 4 et 6 jours.
Depuis le séisme de janvier 2010, de nombreuses délégations haïtiennes viennent régulièrement aux Antilles, s'imprégner de nouvelles méthodes de travail pour améliorer le développement de leur île. Aujourd'hui, 4 chefs d'établissement haïtiens étaient en immersion dans une société du groupe Blandin. Reportage Isabelle Hameau. La visite démarre pour cette délégation haïtienne. Elle est venue sur l'archipel en quête de nouveaux moyens techniques pour développer les écoles dans leur pays, encore en ruine 6 ans après le séisme de janvier 2010. Nous avons des professionnels, de très bons professionnels, mais parfois les moyens nous manquent. Donc s'ils peuvent apporter les moyens qu'ils ont à travers nos écoles professionnelles en Haïti, ce sera toujours un plus pour nos écoles. Par exemple à Carrefour, à Jacmel et à Saint-Martin, à Port-au-Prince principalement. Parmi les moyens manquants, des onduleurs qui permettraient de protéger des matériels électroniques contre les aléas électriques souvent vécus en Haïti. Et selon les 2 académies, cette rencontre servira aussi à développer des projets pédagogiques de plus grande envergure. Ça peut nous permettre par exemple de mettre aussi des stages en place où nos jeunes pourront aller sur ces territoires, se former, mais aussi montrer leur expertise. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels effectivement les jeunes pourraient très facilement trouver sur place un cadre pour leur formation, voire même peut-être plus tard aussi pour leur propre implantation. Moi je crois que entre pays de la Caraïbe, c'est important pour nous. Parce que même si nous n'avons pas exactement les mêmes réalités, mais la différence n'est pas trop grande. Donc je crois qu'avoir des échanges, continuer à avoir des échanges avec la Guadeloupe, et pour la formation des professeurs, et pour les visites d'entreprises, et pour les visites des lycées que vous avez ici, je crois que c'est important. Des stages pour développer la formation professionnelle, mais pas seulement. Il s'agira aussi d'établir un lien entre l'entreprise et l'école pour des formations plus qualifiantes. Nous n'avons pas encore le BTS en Haïti. Donc on va travailler là-dessus pour voir comment mettre en œuvre la formation et Bac+2. On n'a pas encore. Et puis, il y a également l'adéquation qui se fait entre la formation qui se donne à l'école et la formation qui se donne en entreprise. Nous n'avons pas réellement ça chez nous. C'est à l'état embryonnaire. Nous essayons quand même d'avoir ça, d'avoir des contacts avec les entreprises, de faire des stages pour les étudiants. Ce n'est pas facile comme ici, parce que ici c'est presque obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. Dans les lycées où nous avons été, on nous dit carrément que c'est obligatoire. Après 2 semaines sur l'archipel, la délégation repartira demain, plus enrichie. Et l'armée de terre recrute. L'institution militaire a lancé une véritable campagne de séduction dans toute la France. Le général Marchand, le chef de l'ensemble des centres d'information et de recrutement des forces armées, est en Guadeloupe. Son objectif, recruter 200 jeunes Guadeloupéens cette année. Nathalie Dinan, Patrick Curie. L'armée de terre a besoin de vous. Le haut commandement du recrutement est venu le dire aux jeunes Guadeloupéens à l'occasion de sa campagne lancée il y a quelques jours. L'objectif, recruter 15 000 jeunes en 2016 dans l'Hexagone et dans l'Outre-mer. L'Outre-mer qui représente environ 12% de notre recrutement global. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir venir sur place pour expliquer aux jeunes qu'on a besoin d'eux. Les Guadeloupéens représentent 12% des engagés français. C'est le centre d'information et de recrutement des forces armées, à côté du RSMA au camp du Gommier, qui est chargé de faire passer les tests. S'engager peut représenter une opportunité pour sortir de la galère. Ils trouveront dans notre institution probablement plusieurs avantages. Le premier, c'est de trouver un cadre, une façon, une forme d'éducation qui leur permettra de trouver un certain nombre de repères dans la vie. C'est très important. Et nos jeunes, qu'ils soient de métropole ou des dom-toms, recherchent ça pour une bonne part. La deuxième chose, c'est qu'ils retrouveront probablement à travers un métier une capacité de reconversion, c'est-à-dire un savoir-faire qui aura de la valeur sur le marché du travail à l'issue de leur période militaire. Et puis aussi, je pense qu'on leur propose une vie faite d'aventure, faite d'enthousiasme. Et la jeunesse d'aujourd'hui est généreuse. Et elle veut que cette générosité puisse s'incarner dans des grandes causes. Moi, je leur propose une grande cause, qui est l'engagement pour la France. Après la Guadeloupe, le général Marchand s'envole pour la Martinique, dans le même objectif, séduire de futurs recrues. L'armée de terre recrute 15 000 soldats. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Dans un instant, nous irons en Guyane découvrir un modèle d'insertion grâce à l'équitation. Et puis, ambiance et premières courses et résultats de la Carujet 2016.
Les écuries des sources de Montsinéry en Guyane accueillent depuis le mois d'octobre des personnes en chantier d'insertion. Une opportunité pour les bénéficiaires du RSA de trouver du travail et de découvrir les métiers équestres. On regarde le reportage de Mia Pierre d'ATV Guyane. À 43 ans, Christine envisage d'ouvrir son entreprise dans le domaine de l'agriculture. Un projet de longue date qui lui tient à cœur. En attendant, elle fait un peu de maçonnerie, du bricolage. Elle s'occupe principalement des chevaux. Elle les nourrit, les sort, nettoie les écuries, tous les métiers du palefrenier soigneur. Cela fait 5 mois que Christine participe au chantier d'insertion des écuries des sources à Montsinéry. Remettre à cheval, parce que moi ça fait longtemps que je n'avais plus monté. Se remettre à cheval, reprendre les maladies, les soins, tout ce qui est pratique autour, dessus et à côté. Ça se passe très bien, l'ambiance est très bien, c'est très sympa le travail. Moi j'avais déjà travaillé des chevaux, donc je connaissais déjà un petit peu ça. Mais c'est une très bonne ambiance, oui, très intéressant. J'ai appris plein de choses, que ce soit pas qu'avec les chevaux, avec tout ce qui va avec, oui. Objectif principal des écuries des sources, faire en sorte que toutes les personnes qui participent au chantier d'insertion retrouvent un emploi ou repartent avec une formation qualifiante. Les activités au sein du club sont basées autour de 2 pôles principaux. Il y a le premier pôle qui est les chantiers de salariés polyvalents, c'est-à-dire qu'on met les jeunes en situation professionnelle dans tous les aspects du bâtiment, bricolage, maçonnerie, électricité, plomberie, tout ça. Ça, c'est le premier pôle. Le second pôle est plus axé sur l'équitation, la formation au métier de palefrenier soigneur. Le process commence à porter ses fruits. Sur les 8 personnes qui ont démarré en octobre 2015, une personne a déjà trouvé un emploi durable. Le camping est désormais interdit sur la mythique plage de Saint-Félix-du-Gosier. Nous avions déjà abordé ce sujet dans nos éditions précédentes. La ville du Gosier a décidé d'interdire par arrêté cette pratique sur l'ensemble de ses plages pendant cette période. Une décision qui pénalise bon nombre de campeurs, mais qui pourrait rendre service à Mère Nature. Le reportage de Karen Diamin. Avec ses multiples plages au sable blanc, la ville du Gosier mène un combat perpétuel pour préserver l'authenticité de son côté touristique. Il y a eu déjà un arrêté en 2009, suite aux manifestations sonores sur les plages, notamment Petit Havre, Lansajac, Anse Patate. Et donc voilà, et donc en 2010 aussi contre les nuisances, il y a eu un arrêté et ça s'est amplifié forcément. En 2010, ça a continué. 2011, c'était pire. Pourtant, la ville, à ces moments-là, au fête de Pâques, met en place des containers, des sanisettes et donc je pense que chacun devrait savoir bien se tenir. Une interdiction de camper qui enchante certains comme Mike, employé du restaurant chez Polo et Maxo, et qui se souvient d'une année en particulier. Le maire il a raison d'interdire parce qu'à une année, c'était tellement sale, ils ont laissé la plage dans un mauvais état, donc c'était pas bien du tout. Mon patron même, il était monté au créneau, il y a les patrons il y a Niquet juste à côté, il était monté au créneau aussi parce que 2011, je crois, 2011-2012, c'était vraiment bordel, c'était pas bien. Franchement, moi, j'étais là, donc j'ai participé, mais j'ai pas jeté, j'ai rien jeté, mais bon, c'était pas bien. Alors cette année, pour éviter tout débordement, la ville a interdit le camping jusqu'au 11 avril. On ne tolère surtout pas que les gens passent la nuit sur les plages. Ce n'est pas tolérable du tout. On ne peut pas camper sur une plage. Les plages ne sont pas faites pour ça. Elles sont faites pour que les familles se détendent sur une plage, passent la journée ensemble, entre amis. Et bien sûr, en partant, laisser les lieux propres. Et dans le cas où certains seraient réfractaires à l'interdiction, des mesures ont été mises en place. Il y aura la police municipale forcément qui passera. Et les personnes qui seront en infraction auront droit à une amende. Et ça pourra aller même plus loin. Je crois que maintenant, il faut réagir. Ça ne peut plus continuer, même si on me dit c'est la tradition. Oui, c'était la tradition. Malheureusement, les gens font que cette tradition ne peut pas perdurer. En attendant que chacun redevienne un peu plus responsable, les plages du Gosier sont interdites de camping,
mais reste libre d'accès pour un moment de détente. C'est l'événement nautique de l'année. La Carujet 2016 a commencé ce midi sur la plage de Viard à Petit-Bourg. La première étape a eu lieu à 13h30. Le Français Alexandre Barry s'est imposé pour cette première étape. Reportage d'Yvan Lemar et Moïse Dexter. Première étape de cette Carujet 2016, une course contre la montre. Le parcours Viard-Saint-Félix-Viard, long de 26 km. Le départ des pilotes se faisait par groupe de 4. Toutes les minutes, ils devaient effectuer 2 fois le parcours. Au premier tour, Alexandre Barré fait le meilleur temps, 19 minutes 51. Alexandre Barré conserve son avance et remporte cette première étape en 39 minutes 32 secondes. Il devance Pascal Gounouman de 26 secondes et Yann Ponama de 48 secondes 18 centièmes. On se fait plaisir sur le jet, on essaye de prendre le maximum de plaisir, c'est l'objectif principal parce que ça fait 4e ou 5e Carujet que je fais, que je suis en tête et qu'à chaque fois malheureusement je la perds. Donc le but maintenant du team et de moi, c'est de prendre du plaisir sur chaque étape. Et puis en gros, si ça doit le faire, ça le fera, et si ça ne le fera pas, ça sera comme d'habitude. Alors comment vous allez aborder cette deuxième étape justement ? La deuxième étape, je la ferai comme celle que j'avais fait l'année dernière, c'est-à-dire que je sais qu'il faut que je prenne aussi de l'avance pour permettre après au prochain jour de pouvoir ménager la machine. Donc on essaiera de faire le maximum sur cette manche-là et de rester premier. Chez les amateurs, Jimmy Licaon termine premier devant Pierre Claret et Fabrice Granger. Chez les atmosphériques, victoire de Chris McLugage suivi de Cyril Lemoigne et Vincent Thomas. Et la deuxième étape de la Carujet 2016 a été remportée cet après-midi par le Guadeloupéen Yann Ponama. Il devance Alexandre Barré et un autre Guadeloupéen, Pascal Gounouman. Au classement général, Alexandre Barré devance Pascal Gounouman de 35 secondes et 97 centièmes et Yann Ponama de 47 secondes et 18 centièmes. Un reportage que vous pourrez retrouver après cette édition sur notre page Facebook ainsi que sur notre page internet atv.gp. Autre événement sportif, hier s'est tenue la demi-finale de la Coupe du Conseil régional. Retour sur ce match avec Yvan Lemar. USR Saint-François Basket, 2 équipes qui se sont affrontées samedi dernier en championnat. Les Saint-Rosiens s'étaient inclinés de 3 points d'écart. Ce match avait donc un goût de revanche pour l'USR qui impose son rythme dès le coup d'envoi. À la fin du premier quart-temps, l'USR mène 22-17. Dans le deuxième quart-temps, l'USR maintient la pression. Les Saint-Rosiens conservent leur avance pour mener à la pause 41-36. Dans le troisième quart-temps, le SFBB réagit. Les Saint-Franciscains reviennent même à 1 point d'écart, mais l'USR maintient son avance. Le score à la fin du troisième quart-temps, 55-50. Dans le dernier quart-temps, l'USR accélère et augmente son avance. Les Saint-Rosiens s'imposent finalement 72-63. Le championnat, c'est le championnat, la coupe, c'est la coupe. Là, c'est un autre match, mais il fallait le gagner parce qu'on avait perdu contre la même équipe juste avant, le samedi d'avant. Donc, on a mené tout le match le samedi d'avant, on a perdu sur des petits détails à la fin où il nous a bombardé de tirs à 3 points. Là, on a pu le contenir, on a pu les contenir et avec la manière. Dans l'autre demi-finale jouée à Pointe-Noire, l'EDO a battu la MJCA 83-62. La finale opposera donc l'USR à l'EDO. La rencontre est prévue le 2 avril prochain à Paul Chonchon.
Et à l'occasion de la manifestation Carujet, la préfecture va réglementer par arrêté la circulation des navires dans les eaux maritimes de la Guadeloupe. D'importantes perturbations sont à prévoir également sur le trafic routier, sur la RN1 en direction de Petit-Bourg. Plusieurs déviations seront mises en place par route de Guadeloupe. La vitesse sera limitée à 50 km/h sur cet axe par endroit. Des accès privilégiés seront matérialisés pour les usagers souhaitant se rendre néanmoins à la Carujet. Et puis des coupures d'électricité vont toucher la ville de Pointe-à-Pitre demain, toute la matinée, principalement au quartier de Bergevin. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.